Madame Coffinier, bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. On est ravis de vous accueillir Bonjour. dans ce webinaire. Je vous présente rapidement, même si je pense que la plupart de nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes un acteur un peu incontournable aujourd'hui de la liberté scolaire. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que vous êtes au service des écoles libres, au travers notamment de l'association Créer son école. Et puis, vous avez aussi monté Éduc France, qui est là pour encadrer tout ce qui concerne l'innovation, repenser l'école à 360 degrés. C'est vraiment un concept qui nous parle. Et puis, plus récemment, vous avez encore ajouté cette fondation Kairos qui est là pour apporter les financements nécessaires aux écoles libres. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre pour nous qui sommes dans cette belle aventure de l'instruction libre. Alors, merci pour votre engagement et merci d'avoir pris ce temps pour partager avec nous ce soir. La question qu'on aimerait vous lancer, pour démarrer, tout simplement, c'est pourquoi des écoles libres et comment? Qu'est-ce qui est permis aujourd'hui? Comment ça se passe dans notre pays aujourd'hui, la liberté scolaire? Merci beaucoup de m'inviter. La création d'écoles indépendantes est quelque chose de très naturel et ça s'est toujours passé dans tous les pays et toutes les époques de l'existence humaine. Donc la question, ça serait plutôt pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on irait dans une école publique unique, monopolistique et assez technocratique? Je crois qu'il faut du coup se libérer de cette question en se disant que ben oui, c'est naturel de fonder une école, ben oui, c'est naturel de choisir une école qui parle à nos attentes éducatives et qui correspondent à nos enfants. Et aujourd'hui, c'est assez amusant parce que, on sort de 5 ans, de ministère, de Jean-Michel Blanquer, 5 ans de ministère hostile aux écoles privées indépendantes et 5 ans de croissance inédite, des écoles privées indépendantes. Ce qui veut dire que, heu, plus l'école publique va mal, plus elle se resserre, elle a peur, elle augmente les complications, pour les écoles, indépendantes et plus les écoles indépendantes se développent parce que le besoin, il est naturel, il est fort, il est, incontournable et c'est un mouvement mondial absolument inéluctable. Et c'est une bonne nouvelle parce que qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant ces écoles indépendantes? Ben, elles ont le fait qu'elles sont déjà, beaucoup plus à l'écoute des parents. Les parents sont la source en termes d'éducation, c'est eux qui sont responsables des enfants et donc une école indépendante, c'est une école qui va se mettre d'accord avec les parents et qui ensemble, va, proposer une éducation un peu complète, pour les enfants. Alors que les écoles publiques sont des écoles qui mettent les parents, à la porte et qui leur expliquent en fait que, ils sont pas les sachants et que finalement, ils sont toujours plus ou moins une source d'obscurantisme ou d'inégalité ou de sectarisme, ou de réaction ou d'antirépublicanisme ou bien tout simplement, ils projettent, des choses au niveau psychologique ou psychique qui ne sont pas forcément favorables pour l'enfant. Enfin bref, la relation globale qui plane et qui est non dite dans l'école publique est une relation qui ne valorise pas les parents. Donc ça, je pense que c'est un point qui est pour le moment fondamental à les écoles indépendantes. Et l'autre aspect fondamental, c'est des éléments de cohérence évidente. Une école indépendante, c'est une école qui choisit son équipe. Donc l'équipe professorale est unie derrière une vision, derrière un chef qui est, le directeur d'établissement. Et du coup, ça donne une cohérence évidemment très, très précieuse qu'on n'a pas du tout dans les écoles, publiques ou privées sous contrat qui subissent un corps professoral hétéroclite et en général qui est là malgré lui, en attente d'une mutation dans un horizon meilleur. Ça c'est la chose essentielle et puis l'autre, atout essentiel, c'est que ces écoles sont libres de leur méthode, de leur support éducatif, de leur organisation et elles sont libres de la manière, dont elles vont même concevoir l'éducation et les finalités même qu'elles se proposent de l'acte éducatif. Et ces libertés sont extrêmement importantes. Elles permettent notamment une grande variété dont on a besoin, parce qu'on n'a pas une société unanimiste, on a une société qui est variée et qui a besoin d'approches différentes, au niveau pédagogique, au niveau aussi, spirituel, au niveau culturel. Il y a besoin d'une variété et souvent on brandit la peur du communautarisme en disant finalement: «Est-ce que ces écoles indépendantes ne vont pas contribuer à balkaniser, à segmenter, à fragmenter, à fragiliser, le lien social et l'unité nationale?» C'est une possibilité bien sûr, mais j'ai envie de dire que le lien national, il est déjà très joyeusement fragmenté, communautarisé et largement brisé
et que si on veut recréer du lien, il faut aussi recréer des communautés qui sont fortes, qui sont ouvertes, rayonnantes, mais qui sont fortes. Et une école, bah, c'est une communauté qui est forte, une communauté de projets avec des gens très variés, d'horizons très variés, mais qui viennent pour les enfants et qui vont du coup recréer du lien. Et ce qui est super dans une école aussi, c'est que tous les talents, toutes les origines sociales sont bienvenus. Dans une école, le plombier, c'est le roi du pétrole, alors que le banquier d'affaires ou le trader, il sert à rien. Donc, c'est aussi sympathique parce que ça recrée une hiérarchie, une complémentarité, une solidarité très valorisante pour toute la communauté. Donc voilà, pour résumer, les écoles indépendantes se développent inexorablement. L'objectif de créer son école, c'est d'avoir en 2025 2500 écoles scolarisant 100 000 élèves, notre objectif stratégique. Et actuellement, il y a un peu moins de 2000 élèves qui scolarisent 85 000 élèves. Voilà, voilà quelle est la situation. Et la progression, quelle que soit la mauvaise volonté, voire le harcèlement administratif imposé par l'État, ce développement est inexorable. Donc c'est à nous tous de travailler pour qu'il soit très qualitatif et qu'il soit vraiment au service des familles et des enfants. Merci pour cette vision toujours aussi positive et qui va vers le développement, c'est très enthousiasmant. Vous parlez à la fois d'une grande liberté, de beaucoup de possibilités, et puis en même temps quand même d'une certaine mauvaise volonté, de certains empêchements de la part du gouvernement. Est-ce que vous pourriez être un tout petit peu plus précis sur les différentes options qu'on a quand on veut monter une école? Quelles sont les contraintes? Quel est le cadre? En quelques mots. Alors quand on veut monter une école, il faut déjà avoir un directeur qui a 5 ans d'expérience dans l'établissement d'enseignement et c'est là souvent que le bât blesse. Parce que beaucoup de profils très intéressants n'ont pas, cette expérience-là et inversement, beaucoup de profils qui ont cette expérience-là ne sont pas très intéressants et on se retrouve parfois à prendre des directeurs parce qu'ils ont les fameux 5 ans, d'enseignement qui finalement, banalisent le projet, et font une sorte de clone, sous-payé de l'éducation nationale. Donc ça, c'est le piège, c'est le premier piège. Après, la deuxième difficulté, c'est tout simplement la question d'argent. C'est qu'il faut arriver à développer une école qui soit accessible au plus grand nombre, en ayant, donc pas de financement public et donc ça demande d'innover et ça demande d'être plus malin et de trouver des synergies, d'utiliser au maximum, les locaux, d'utiliser au maximum, les talents, de se servir du numérique, de capitaliser sur, les trésors pédagogiques et humains qui sont déployés dans le cadre des écoles. Donc en fait, notre pauvreté nous pousse à l'imagination et nous pousse à l'innovation et donc il faut voir ça comme quelque chose, d'assez positif. C'est ça. Pour nous, un des maîtres mots, c'est la résilience. On est dans un contexte qui effectivement est un petit peu pressurisant, mais souvent, la pression fait naître de nouvelles innovations, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles idées, et c'est un petit peu dans cette dimension qu'on aimerait avancer. Au niveau d'Éduc France, du coup, vous essayez de rassembler un petit peu les personnes qui pensent hors du cadre, qui essayent de voir plus large. Comment ça Alors au se niveau passe? d'Éduc-France, ce qu'on fait surtout, c'est que, on donne de l'information, on transmet de l'information sur ce qui se passe d'intéressant dans les écoles, dans la recherche, dans l'entreprise, en France, à l'étranger, dans la technologie, donc on essaie d'ouvrir des fenêtres, pour donner des idées et éviter de n'avoir comme information que les informations très, limitées à l'horizon du possible de l'éducation nationale. Parce que finalement, des sources d'informations sur ce qu'on peut faire quand on est libre, il y en a très peu. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup d'écoles, soit par manque d'imagination, soit par fatigue, ont tendance à s'aligner sur les pratiques de l'éducation nationale. Et notre rôle à Éduc-France et créer son école et à la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, notre rôle, c'est justement d'alimenter, d'une manière responsable bien sûr, il ne s'agit pas d'innover pour innover, mais enfin d'alimenter cet esprit de liberté et cet esprit d'innovation. Et vous voyez, par exemple, le 16 mai prochain, on organise à la Fondation Kairos un colloque et ce colloque, s'appelle, «Les moyens d'innover», enfin les moyens innovants de développer l'esprit d'entreprise, dès le plus jeune âge. Et l'esprit d'entreprise, c'est vraiment cet esprit d'initiative, de responsabilité, cet élan, pour la vie, ce désir en fait d'être entrepreneur de sa vie et de faire des choses. Et c'est frappant de voir comment dans la plupart des écoles, bah, la formation du caractère, ce qu'on appelait traditionnellement la formation du caractère, la formation de la volonté, l'envie de vivre n'est pas cultivée, ni dans le choix,
de la littérature étudiée, ni dans l'organisation de l'école, ni dans la responsabilisation des élèves dans le fonctionnement. C'est très impressionnant de voir comment en France, que vous soyez en maternelle ou en terminale, vous n'avez pas plus de liberté. Vous pouvez peut-être sortir entre midi et deux pour aller au snack, mais à part ça, c'est tout ce qu'on vous laisse comme liberté. Alors que dans le système anglo-saxon, vous avez des libertés vraiment croissantes et on vous associe, on compte sur vous et vous devenez gestionnaire quasiment, de projets, de l'école, de votre classe, des plus jeunes, voilà. Donc en France, on a un vrai problème de préparation aux responsabilités, on a un vrai problème de la formation du caractère des jeunes. C'est comme s'ils étaient que des cerveaux et c'est pas que des cerveaux. Donc la dimension spirituelle est bradée, la dimension de la volonté est bradée, la dimension de la sociabilité est bradée et quant à l'intellect, on n'en fait pas grand-chose que le niveau sombre. Donc voilà, c'est pour ça que dans tous ces domaines, il faut qu'on se sente libre et qu'on fasse quelque chose de cette liberté et pour ça, bah, se mettre en réseau, c'est l'ambition de créer son école, entre écoles différentes, regarder ce qui se passe à l'étranger, et créer des liens aussi qui peuvent paraître, parfois un peu étonnants, mais créer des liens, nouveaux. Je vois les écoles les plus intéressantes actuellement sont dans des logiques d'écolieux, sont dans des logiques de tiers-lieux, sont des logiques de liens entre, par exemple, une entreprise, une coopérative, une ferme, une maison de retraite, un artiste, Mmh. et ces espèces de mélanges, en fait, si on regarde bien, réinventent la manière dont se passait l'enseignement, avant, en gros, la révolution industrielle, où la plupart des enseignements se passaient largement à la maison et où comme, la production industrielle était, en tout cas dans la paysannerie, bah, dans la maison des paysans, il y avait tout un univers très varié de production, d'enseignement, de transmission et de tradition qui était interpénétré avec, l'espace d'apprentissage et l'espace de vie des enfants et qui était intergénérationnel aussi. Alors on a appauvri tout ça, on a tout découpé en petits morceaux, on a créé un espace, purement pour les enfants, purement pour l'apprentissage. Du coup, les parents, ils se sentent pas forcément légitimes pour apprendre quelque chose aux enfants et puis, on vit quasiment qu'avec des gens de son âge, ce qui est extrêmement pauvre. Et donc en fait, il faut tout décloisonner, décloisonner les âges, décloisonner les temps d'apprentissage et peut-être que le moment est venu pour une sorte de continuum des pratiques éducatives et la vraie éducation, c'est peut-être d'essayer d'aider les enfants à comprendre qu'ils sont sans arrêt à s'éduquer, et probablement toute leur vie, et que cet état d'esprit doit les habiter, et que ça soit noté, pas noté, que ça soit à l'école, pas à l'école, ça n'a aucune importance. Puisque finalement, ce qui compte, c'est la manière dont ils vont se construire avec tout ce qu'ils rencontrent dans la vie, les difficultés, les bonheurs, les joies, les échecs, les injustices, les justices. Voilà. Et ça, cette nouvelle manière d'appréhender les choses, de toute manière, on y est poussé, notamment par, la révolution numérique qui bouleverse absolument tout, en termes d'autorité, en termes d'accès au savoir, en termes de concentration, en termes de stabilité ou de linéarité des apprentissages et donc on est obligé d'arriver vers des logiques de mix parents-école, mix, numérique présentiel, mix, enseignement initial, enseignement continu, mix tradition-innovation et c'est cette école-là qu'il faut inventer aujourd'hui, je pense. Ça nous parle tellement. On se réjouit vraiment que toutes ces écoles puissent voir le jour. Merci pour votre action fidèle, déterminée et pour cette volonté de rassemblement. Je crois qu'on a vraiment besoin de se rassembler, de rassembler nos forces et puis d'innover ensemble. Alors, merci encore une fois d'avoir répondu présente pour cette intervention. Et bonne chance à Ella et puis n'hésitons pas à nous mettre effectivement en lien, à nous renseigner, à suivre sur les réseaux sociaux, à partager l'information. C'est vraiment dans nos diversités ensemble qu'on sera fort pour le bien de nos enfants. Tout à fait, avec plaisir. Un grand merci.